Intelligence artificielle et éducation, ça bouge quand même en cette rentrée. On va en parler avec mes invités tout de suite. On a notamment au Danemark l'IA qui va être acceptée au baccalauréat et puis partout des nouveaux outils d'intelligence artificielle qui viennent en soutien aux enseignants, personnaliser les pratiques pédagogiques. On va voir véritablement à quoi ça sert, quels sont ces nouveaux usages qui s'imposent à l'école et puis comment l'école réagit, comment les élèves s'emparent ou non de ces outils. Qu'est-ce qu'on fait avec les outils qui sont proposés aussi par les GAFAM? Parce qu'on a vu Google présenter son assistant Gemini pour l'éducation et être prêt à s'installer dans les établissements scolaires français notamment. Alors, on en parle avec Marie-Christine Levet. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Delphine. Fondatrice d'EduCapital, donc le plus grand fonds européen d'investissement dans le domaine des EdTech, donc les technologies pour l'éducation, et également pour le futur du travail. Avec vous sur ce talk, nous avons Catherine de Vulpillère. Bonjour. Vous êtes la directrice générale, la cofondatrice d'Evidence B. On a parlé beaucoup d'Evidence B il y a quelque temps, puisque vous êtes à l'origine de Mia Seconde, qui a été annoncé par Gabriel Attal comme étant un nouvel outil d'IA en soutien aux élèves de seconde pour les mathématiques. C'est pas le seul outil que vous proposez, mais disons que c'est celui qui fait vraiment parler de lui, d'autant plus qu'il est généralisé. Exactement. À la rentrée, pour les 800 000 élèves de seconde générale technologique et professionnelle, gratuitement. Et c'est des mathématiques, 24 modules de mathématiques et de français aussi, plus de 20 000 exercices. Et avec, en effet, de la personnalisation des parcours. Alors, on va en parler, mais je sais aussi que vous êtes une spécialiste des sciences cognitives et je me demandais s'il y avait des enseignements nouveaux que nous apportaient les sciences cognitives sur la manière d'apprendre avec des agents. Oui, exactement. Alors effectivement, nous, notre ADN chez Evidence B, c'est cette combinaison de sciences cognitives et d'IA. Vous l'avez dit, sur les fondamentaux, parce que ce qui nous importe d'abord, c'est que les élèves apprennent mieux les maths, le français, leur langue, une autre langue. Et donc effectivement, les sciences co, elles apportent deux savoirs, si je puis dire, deux éléments de résultats de recherche. Le premier, c'est sur ces fondamentaux, c'est-à-dire comment est-ce que le cerveau apprend le nombre, la fraction, le calcul littéral, etc., pour ne parler que des mathématiques. Et ça, on sait des choses. Et nous, on a déjà des activités très spéciales. Donc dans Mia Seconde, par exemple. Oui. Et absolument. Dans Mia Seconde, par exemple, eh bien, on a des modules sur l'apprentissage de la proportion et on a fait du transfert de recherche avec des laboratoires de recherche, par exemple le laboratoire d'Emmanuel Sander à Genève, qui travaille sur les nombres, qui travaille sur la résolution de problèmes, sur la proportion. Et qu'est-ce qu'on a découvert sur cet apprentissage des nombres ? Alors, par exemple, sur le nombre, ce qu'on sait, c'est qu'en naissant, on a des qualités innées, sur des compétences innées sur le nombre. Et ce qu'on a appris avec les sciences cognitives, c'est comment accompagner ces compétences innées. Et là aussi, les sciences co aident pour gravir les petites marches de cette cognition mathématique. Donc nous, ce qu'on a, c'est des activités, par exemple, sur le nombre. C'est extrêmement important de pouvoir, pour avoir, même en seconde, une bonne connaissance des nombres, placer des nombres sur la ligne numérique, faire le rapport entre la numérosité qui est dans le cerveau est à un endroit spécial et l'espace qui est à un endroit très proche. C'est extrêmement prometteur, en fait, de progrès en mathématiques. Donc ce sont ce type d'activités qu'on met. Et ce porte les sciences co, c'est aussi sur ce qu'on appelle la métacognition, comment en général l'humain apprend. Et là, effectivement, ce qu'on sait notamment, et c'est dans cette perspective qu'a travaillé Pierre-Yves Oudéier du laboratoire Flowers à INRIA, avec qui on travaille, dont on transfère les recherches dans nos algorithmes de MIA, par exemple, c'est que l'humain, en fait, il aime apprendre, mais que pour apprendre correctement, il a besoin d'être motivé. Donc, c'est la notion de curiosité intrinsèque, de motivation intrinsèque, d'encouragement, et donc d'être dans une zone de progrès tout le temps. Et ça, l'algorithme qu'on a dans MIA, c'est un algorithme, c'est pas de l'IA générative, en fait, c'est du machine learning, et donc qui va permettre de détecter tout le temps où en est l'élève et de lui donner l'exercice qui est ni trop facile ni trop difficile pour motiver, en fait. Parce qu'en maths, il y a ces difficultés cognitives qu'on évoquait, mais il y a aussi le cercle vicieux, en fait, de la démotivation ou le cercle vertueux de la motivation. Finalement, je suis nulle, j'y comprends rien. Voilà, et pour les filles en particulier. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Les filles qui sont bonnes en maths jusqu'à une certaine classe. Mais... Exactement. Ouais. Et là, c'est des leviers, en fait, pour aussi endiguer le décrochage scolaire en mathématiques grâce à cette motivation. Donc ça, c'est le cœur de réacteur presque de l'IA qu'on porte. Cette notion avant la technologie, en fait, exactement. Comprendre les mécanismes d'apprentissage. Elle est importante, cette rentrée pour les EdTech, Marie-Christine Levet. Comment vous la voyez ? Oui, elle est importante comme toutes les rentrées parce que l'IA, c'est vraiment une révolution.
une révolution dans les usages pédagogiques, à la fois pour les professeurs et pour les étudiants. D'ailleurs, dans les 400 millions d'utilisateurs d'OpenAI, 350 millions sont des étudiants. Donc les étudiants se sont massivement emparés de cette technologie. Les professeurs commencent à y venir. Il y a une étude qui a été parue récemment qui montre que 50% des professeurs l'utilisent toutes les semaines. Il n'y a que 20% de professeurs... Mais pourquoi faire? Parce que ça dépend. Est-ce que c'est pour travailler, alors, les professeurs s'en sont vraiment emparés pour préparer leurs cours. Donc, c'est vraiment aujourd'hui rentrer dans les usages où on va chercher de l'information et ça leur fait gagner énormément de temps. Donc, la préparation des cours, la préparation des quiz, des exercices et aussi faire des activités qui sont un peu plus engageantes pour les élèves. Et aussi qui peuvent être à la fois du podcast, de la vidéo. Voilà, donc, les professeurs commencent à s'en emparer, mais il faut énormément les former. On a un énorme sujet de formation des professeurs. Et là, ça bouge. J'ai l'impression que il se passe des choses, là. Ça bouge. Cette rentrée 2025-2026. Ça bouge. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a annoncé 20 millions pour ce qu'on appelle le geste enseignant, c'est-à-dire des outils pour les professeurs. Donc, voilà, on espère qu'il y aura une certaine stabilité politique. C'est le plus important dans l'éducation et dans la tech, c'est qu'on ait une stabilité politique pour ne pas recommencer à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre. On a quand même eu 7 ministres depuis 2017. Donc, à un moment donné, pour ne pas recommencer à chaque fois et réinventer la roue et avoir une continuité dans l'usage et former les professeurs à de nouveaux outils. Donc, voilà, donc cette rentrée est très importante. Et c'est vrai que l'IA révolutionne à la fois le métier des profs. Donc, il va falloir aussi créer de nouveaux parcours de pédagogie. Et pour les élèves, moi, je trouve que la révolution la plus importante, c'est vraiment cet apprentissage personnalisé. Voilà, on en parle peu, c'est ce que fait Évidence B, et c'est vraiment de dire, finalement, c'est le tuteur IA. C'est qu'on offre à chaque élève. Mais comment est-ce qu'on reste une classe quand même? Comment est-ce qu'on reste dans le collectif, l'apprentissage tous ensemble? Parce que, on voit bien la nécessité d'être accompagné seul à seul à la maison, mais il y a ce temps commun en classe. On commence à avoir un petit peu de recul d'ailleurs sur l'utilisation de ces outils parce que Mia Seconde a déjà un peu d'expérience sur l'année précédente. Et même l'année d'avant. Et même l'année d'avant. Donc ça fait déjà 2 ans, ça passe tellement vite. Il y a 20 000 élèves l'année dernière qui ont utilisé. Donc qu'est-ce que vous avez comme premier retour sur les utilisations? Oui, tout à fait. Donc l'année dernière, il y a eu quand même Mia, c'est une des ressources sans doute les plus expérimentées de toute l'éducation nationale. Parce que les maths, c'est un sujet important. Voilà. On a envie de progresser. Exactement. Donc l'année précédente, il y avait quand même eu 8 académies avec un taux d'usage très fort des enseignants et des élèves, 96% d'usage. Voilà. L'année dernière, il y a eu donc presque 900 professeurs qui l'ont utilisé, 20 000 élèves dans plus de 300 lycées, 4 millions d'exercices faits, etc. Donc les retours qu'on a par rapport à ça, et pour répondre aussi à votre question sur la classe, effectivement, c'est d'abord des résultats. J'ai évoqué un usage tout à fait important. On a, par rapport à ces sciences cognitives, un taux de succès qui est toujours au-dessus de 70%. Donc, en fait, ça marche effectivement pour motiver les élèves. Et on a une autre mesure. C'est quoi ce taux de succès? En fait, c'est que les élèves, c'est la réussite des élèves. Oui, de bonnes réponses au fil du temps. Donc, ça change quand même un petit peu par rapport à ce qui se passe dans la classe au jour le jour. Et puis, on a une autre mesure qu'on peut avoir grâce à nos données, qui est quand on divise la cohorte de tous ces élèves en 3 groupes, quand on prend les 15% les plus faibles, donc ceux qui sont potentiellement, surtout en seconde et en seconde pro, etc., à risque peut-être de décrochage, quand on n'a pas les fondamentaux au début de la seconde, eh bien ceux-là, ils progressent plus vite que les autres et plus que les autres, que les 2 autres groupes. Et donc, on voit que c'est une forme d'antidote quand même, justement, au décrochage. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, c'est un outil qui doit être utilisé à bon escient, comme toute la tech, comme tout outil, d'une certaine manière. Aucun élève fait des exercices. On l'utilise avec le professeur en classe, avec ses camarades. Tous les usages existent. Voilà, donc il y a différents modes dans MIA, donc tout est possible. Le professeur peut tout à fait construire des groupes, il peut affecter des ressources à un groupe, à toute sa classe. Il a des tableaux de bord, ça c'est très important, l'enseignant, pour voir en direct ce qui se passe dans ces différents groupes. Donc c'est un usage possible. Ça peut être justement à la maison. L'avantage de l'algorithme, c'est qu'il est offline. Donc même, on peut tout à fait faire ça dans le bus en rentrant de chez soi, etc. Voilà. Et puis, vous évoquez le collectif. Oui. Et effectivement, il y a par exemple un mode collaboratif. Il y a plusieurs modes collaboratifs, mais il y en a un en particulier qui s'appelle le mode duo, et où l'enseignant peut choisir de créer des binômes, des groupes, en fonction justement de ses tableaux de bord, puisqu'on a des tableaux de bord assez complets aussi, quoique
simple d'accès, mais voilà. Et là aussi lié à de la tech, et à de la pédagogie. Et effectivement, il peut faire des binômes, etc. Donc voilà, tout est possible. L'IA, ce qui est très intéressant, c'est que l'IA répond aussi à un problème énorme qui est la non-homogénéité des classes. Il peut y avoir des différences de niveau jusqu'à des fois 3 ans dans une même classe. Et là, grâce à l'IA, finalement, c'est comme si c'était un professeur particulier qui donne des exercices différents aux élèves qu'il a. Là, on peut le faire sur des classes de 40, puisqu'on peut avoir pour chaque élève son propre parcours. Et c'est vraiment aujourd'hui le besoin le plus important. Et la guerre qu'on fait aux écrans aujourd'hui à l'école, elle ne va pas compliquer un peu la tâche pour imposer ces nouveaux outils, imposer, en tout cas pour proposer ces nouveaux outils? En général, la plupart des écoles qui proposent ça sont équipées d'ordinateurs ou de tablettes. Ouais. Bon, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas 2 heures par jour. Ouais. Voilà. Après, comme je dis toujours, s'il y avait une addiction, si les 5 heures par jour faites par les élèves étaient faites sur des exercices de maths, en fait, je pense que on serait content. C'est plutôt les 4h50 faites sur du TikTok ou autres réseaux sociaux. C'est ça le drame. Je lançais dans le sujet l'idée qu'on avait quand même les GAFAM qui étaient bien positionnés aussi sur ces EdTech. Comment ça se passe aujourd'hui en France, en Europe? On utilise d'abord nos techs nationales, européennes ou... Je pense qu'il y a vraiment un sujet très important. Et c'est important de créer des EdTech françaises et européennes pour préserver nos valeurs aussi. Et à un moment donné, toutes ces EdTech éducatives, elles utilisent bien sûr les grands modèles de langage, mais elles utilisent aussi des ressources scolaire. Et donc, à un moment donné, elle ne se base pas ce n'est pas que du chat GPT. Et par exemple, si on prend le domaine de l'histoire, je pense qu'à un moment donné, c'est important qu'on apprenne l'histoire, non pas à la manière de ce que l'Amérique raconte sur l'histoire ou de ce que peut-être les Chinois vont raconter sur l'histoire, et qu'on préserve nos valeurs européennes. Et donc, c'est très bien ça déjà. Hein. Ouais. Et donc, c'est important de créer des filières EdTech européennes. Ouais. En tout cas, quand mais il y a un soutien du côté de l'éducation nationale aux tech françaises en particulier. Oui, on peut dire qu'il y a un soutien. Oui. Et c'est vrai qu'il y a quand même, quand on s'adresse aux élèves, de toute façon, il y a des questions de sécurité, des données. Donc, en fait, par exemple, nous, MIA, c'est un partenariat, c'est un projet qui a été co-mené avec DocaPost. Et donc, il y a le système cloud sur l'hébergement. Donc, c'est une cloud garantie, en fait, quand même, que les données des élèves ne vont pas aller se promener n'importe où. Il y a une anonymisation, etc. Donc, des données. Donc, tout ça est quand même sécurisé. Et finalement, permet quand même une efflorescence aussi des tech françaises. Alors, il y a un sujet quand même avec l'IA et l'utilisation des chatbots que tout le monde connaît. C'est les élèves s'en emparent aussi pour discuter, comme avec un camarade, comme un confident. Donc, ça va poser des questions de modération, des questions de protection de la vie privée. Comment est-ce qu'on appréhende cette difficulté, en fait, de laisser l'intelligence artificielle s'emparer d'une relation avec les élèves pour les aider dans leur apprentissage et leur bien-être à l'école, et en même temps prendre toutes les précautions nécessaires. Je pense qu'il est important aussi de former à l'IA. Donc là, à la rentrée, on a appris que les 4e et les secondes vont avoir des formations à l'IA. Encore faut-il que les gens qui les forment à l'IA soient aussi eux-mêmes formés. Mais bon, le 4e, seconde, c'est à un moment donné où on commence à apprendre un peu, à se forger son esprit critique, etc. C'est fondamental d'avoir une formation, qu'est-ce que peut faire, les dangers, de comprendre les choses. Et aussi, c'est fondamental, je trouve, moi, que le professeur, même si les élèves utilisent l'IA, parce qu'on ne pourra pas aller contre la mécanique, le tsunami qui s'est engagé. Donc, même si les élèves utilisent l'IA, c'est important aussi en classe qu'ils puissent avoir un esprit critique, et avoir un esprit critique sur ce que l'IA leur a dit. Et ça demande de la formation, des moments privilégiés en classe pour le faire. L'IA au baccalauréat au Danemark, vous dites super, enfin ça bouge en Europe. Oui, je pense qu'il faut, ça rejoint ce que disait Marie-Christine Levet, en fait il faut prendre acte en fait de ça, et du coup
construire aussi des évaluations qui tiennent compte de ça et des évaluations qui vont mettre en œuvre d'autres compétences que celles qui étaient autrefois finalement simplement redonner des connaissances, etc. Donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens. C'est pas juste un nouvel outil numérique, hein, c'est vraiment quand même de re-questionner la manière dont on enseigne. Qu'est-ce qu'on enseigne aussi? Question d'enseigne, ça re-questionne aussi tout le process pédagogique, parce que le devoir à la maison tel qu'il était fait, il a peut-être moins d'utilité, et par contre, il va falloir apprendre à développer l'esprit critique, développer aussi la présentation à l'oral, etc. Donc c'est une énorme révolution des pratiques pédagogiques. Un énorme défi. Et est-ce que vous attendez quelque chose de l'Académie de l'IA qui est proposée dans le plan Oser l'IA par la ministre Clara Chapaz et qui doit développer une offre de formation justement à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il peut se passer des choses, tout ce qui peut être fait, je pense, les cafés IA, etc., tout ce qui vulgarise l'IA, qui montre les impacts, qui montre les dangers, est positif. Parce qu'il y a aussi une crainte. Oui, mais il faut un plan d'envergure au niveau de l'éducation nationale. Il faut un plan d'envergure. Je pense que déjà, la priorité, elle est sur la formation des profs. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 20% de profs qui sont réfractaires à l'IA. Oui. Je pense que dans des outils comme les nôtres, c'est important d'expliquer ce que c'est faire l'IA, ce qu'elle ne sait pas faire. Typiquement, donner aujourd'hui des retours personnalisés à chaque élève en lui expliquant pourquoi c'est juste, pourquoi c'est faux, ça c'est de la science-fiction. Il n'y a personne qui peut faire ça de manière sérieuse. De la même manière, Marie-Christine l'évoquait tout à l'heure sur les contenus. Il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui vont aller proposer des contenus, mais qui sont piochés, je dirais, dans le tout venant. Or, en fait, les contenus, la qualité des contenus, la qualité de ces retours, c'est très important. Donc, c'est vrai que nous, Evidence Bay, c'est ce qu'on fait, c'est Evidence-Based Education, donc on ne fait que du transfert de recherche, et ça ne va pas aussi vite que ce qu'imaginent la plupart des gens. Donc, d'expliquer pourquoi là, on peut donner un retour personnalisé, pourquoi on ne peut pas le donner, etc. Je pense que c'est important de remettre aussi à sa juste mesure ce que peut faire aujourd'hui l'IA. Comme on le fait avec les manuels classiques. Même si ce sont des promesses énormes, il faut tout à fait, mais qui ne sont pas aujourd'hui. Voilà. Et il y a un autre sujet... Alors, juste pour terminer... Oui, pardon. C'est celui de quand même de la durabilité de l'IA générative. Je pense que c'est un point aveugle aujourd'hui. On a l'impression que c'est gratuit, que ça ne coûte rien, que les élèves apprennent que pour faire une addition, utiliser l'IA générative, c'est très coûteux, c'est une chose. Et là, il y a des enjeux très forts, en fait, à utiliser l'IA générative à bon escient pour ce qu'elle sait faire, des plus petits modèles, etc. Merci beaucoup, Catherine de Villepière, qui est directrice générale cofondatrice d'Evidence Bay, d'avoir été avec nous, ainsi que Marie-Christine Levet d'Educ Capital. Merci encore. Merci. À suivre, c'est notre rendez-vous sur l'économie du mobile.